indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Nous avons monsieur Kassa Bokoma qui a écrit un livre intitulé Réforme, révolution et indépendance pour un Congo meilleur. Pour que le Congo de demain soit meilleur. Donc je me suis un peu préparé en conséquence. Bon, mais comme il y a changement, je m'adapte. Voilà, donc en un mot, très simple. Moi j'ai écrit ce livre d'abord pour faire comprendre à mes frères et sœurs africains, nous Congolais, que rien n'est perdu d'avance et que nous devons nous battre pour que demain le Congo soit meilleur, que demain l'Afrique soit libérée. Alors pour que l'Afrique soit libérée, je dis nous devons commencer par une réforme ou par plusieurs réformes, mais moi je préconise comme la grande réforme la réhabilitation du pouvoir coutumier. Donc je commence par le Congo, donc j'ai parlé du cas du Congo, le pays que je connais le mieux. Donc je dis, on va réhabiliter le pouvoir coutumier congolais. Mais seulement il faudrait que nous comprenions ce qu'on entend par pouvoir coutumier congolais. Malheureusement, la plupart de nos frères et sœurs, lorsqu'on parle de pouvoir coutumier, ils voient le sorcier, ils voient les gens qui ont vendu les terres, ils voient les gens qui ont vendu leur pouvoir aux politiciens. Ce n'est pas de ça que je parle. Alors, pour vous aider tout simplement à mieux comprendre ma démarche, parce que quelque part, je m'écarte un peu de l'approche rationnelle, je vais voir du côté spirituel aussi et métaphysique de l'organisation politique. Donc, pour mieux comprendre ça, il faut voir un peu, avoir une bonne idée sur l'histoire du Congo. Le Congo est découvert par Diego Cao, il arrive par ce qu'on appelle le Bas-Congo, la zone Angola, etc. Il découvre un royaume bien organisé, bien structuré, le royaume Congo. Quelques années plus tard, un aventurier gallois passe par le Congo, il découvre un pays, il dit, à son retour, il dit, j'ai trouvé une terre qui n'est pas occupée, qui n'appartient à personne. Il va proposer cette terre à la reine d'Angleterre, qui refuse. Il en parle au roi Léopold II, qui se dit, ah tiens, c'est une occasion pour moi de m'enrichir et de devenir aussi puissant que les autres royautés. Un arrangement est trouvé, il va au Congo de nouveau, cette fois-ci bien armé, et à son retour, il ramène ce que l'on appelle des traités de cession de souveraineté. Je ne vais pas vous dire dans quelles conditions ni comment ces traités avaient été signés par nos chefs coutumiers qui, à l'époque, ne parlaient ni le français, ni l'anglais, et ils ne savaient ni lire ni écrire. Donc se pose déjà un problème de ces traités de cession de souveraineté. En 1885, le 26 février, clôture de la conférence de Berlin, le roi Léopold II, pas lui directement, mais ses agents, présente la bagatelle de 400 traités de cession de souveraineté, et pour qu'on lui confie, en fait, la gérance de ce qu'on a appelé l'Association internationale du Haut-Congo. Quelques mois après, au mois de juillet, il transforme l'association et en fait un État. Ça devient État indépendant du Congo, propriété privée du roi Léopold II, roi des Belges.
Alors, il se lance dans une aventure. Évidemment, pour s'enrichir, il faut exploiter. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'endette. Parce que financièrement, il n'avait ni la puissance financière, ni la puissance militaire pour se lancer dans cette aventure-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'endette. Les choses tournent mal. En 1908, finalement, on lui retire son bien. On lui saisit son bien en réalité. Je le dis, pourquoi? Parce que de formation, je suis économiste et financier, je vois ce qui se passe ici. Vous avez aussi suivi un peu les actualités. Lorsqu'on est endetté, qu'on n'arrive pas à payer et que le crédit est ébranlé, donc on est en cessation de paiement, qu'est-ce qui se passe? Ben écoutez, vous faites faillite. D'où mon interrogation, ma question. Est-ce que le 15 novembre 1908, est-ce qu'il ne s'est pas agi, plutôt d'une saisie déguisée en mutation de l'État indépendant du Congo vers une colonie belge? C'est ça ma question. D'autant plus que la Belgique n'a jamais été propriétaire du Congo. Or, le Congo était un bien privé du roi Léopold II qu'il avait su obtenir à l'aide de ces traités de cession de souveraineté. Jusqu'aujourd'hui, en 1908, on n'a jamais dit que étaient devenus ces traités de cession de souveraineté. Et ça, c'est la grande question que tout Congolais devrait se poser, parce que le cas du Congo est un cas unique au monde. Le seul pays, aussi grand qu'un continent, qui a appartenu à un roi étranger qui n'y a d'ailleurs jamais mis ses pieds. Je vous rappelle tout simplement que la province qui avait fait la richesse du roi Léopold II à l'époque, c'était la province de l'Équateur. Retenez bien cela, parce que les choses évoluent. On arrive en 1960, et quelques années avant, déjà dans les années 55, quand le roi Baudouin, le prince à l'époque, est allé à Kinshasa, il s'est passé des choses. C'est après son voyage que les Congolais ont commencé aussi à revendiquer pour une indépendance de notre pays. Il y a eu alors les politiciens, les jeunes politiciens qui sont arrivés sur la scène politique. En 1960, table ronde, ok, les politiciens étaient là, mais les chefs coutumiers étaient là aussi. Moi, quand j'ai interrogé l'histoire de notre pays, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que, logiquement, on n'avait pas rétrocédé l'indépendance à ceux qui l'avaient perdue en 1885? Logiquement, pour moi, c'était à eux qu'on devait rétrocéder l'indépendance du Congo, pour que par après, ils le cèdent à nouveau aux politiciens. Ça, c'est la grande question. Et je me dis que notre pays, depuis cette date, jusqu'à maintenant, va mal. Et aujourd'hui, l'existence même du Congo est mise à prix. Demain, nous risquons de nous réveiller et de nous rendre compte que le Congo n'existe pas. Que faire? Moi, je me suis dit, la seule solution, c'est de réhabiliter le pouvoir coutumier congolais. Pourquoi? Parce qu'il s'est agi d'une injustice
qui n'a jamais été réparé jusqu'aujourd'hui. Pourquoi, à votre avis, les chefs coutumiers doivent-ils être ostracisés, écartés du pouvoir? Et là, je vais répondre à votre interrogation, parce que vous dites, et ça c'est pratiquement tous les Congolais qui le disent, oui, mais ces chefs coutumiers, ils sont là avec le pouvoir, ils sont... Mais en réalité, comment devient-on chef coutumier? Il y a deux possibilités. Soit on devient par le côté maternel, parce que c'est la lignée maternelle qui donne le pouvoir, soit c'est tout simplement par un principe de paternité, hein, donc c'est le côté papa qui donne le pouvoir. Mais il se fait qu'aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des faux chefs coutumiers. Des faux chefs coutumiers. Ne vous trompez pas, je reviens sur ce que Cheikh Fita a dit, quand un jeune Belge a lu son livre, il dit, mais pourquoi est-ce qu'il ment, le monsieur? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce que vous avez vu à la télévision telle personnalité entourée des chefs coutumiers que tous ces chefs coutumiers sont des vrais. Un chef coutumier ne vendra jamais sa terre. Un vrai chef coutumier ne vendra jamais son pouvoir. Et ça, c'est je dirais, c'est un enseignement que nous devons prendre. C'est un enseignement que nous devons prendre absolument, parce que nous devons savoir comment le pouvoir coutumier a fonctionné avant et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais je vous dis que les chefs coutumiers, depuis 1885, depuis le 26 février 1885, n'ont plus aucun pouvoir et n'ont pas de terre. Donc si on vous dit qu'un chef coutumier a vendu sa terre, je vous dis c'est totalement faux. Et aujourd'hui, nous habitons un pays en nous disant, oui, le Congo est à nous, le Congo nous appartient. Mais détrompez-vous, cherchez à savoir à qui appartient le Congo. Puisqu'il a existé ce qu'on appelle des traités de cession de souveraineté. Ce sont en fait les titres de propriété du Congo. Où sont ces titres? Où sont ces titres? Quel est ce Congolais qui a récupéré un seul titre de propriété du Congo? Donc ça, c'est une étude, c'est la question que j'avais d'ailleurs posée lors d'une interview que j'avais accordée à Congo Mikili en décembre de l'année dernière. J'ai dit, moi j'aimerais que les Congolais fassent un peu d'investigation. Ce n'est pas une question à laquelle on va répondre du tic au tac ou sans avoir des réels arguments, sans avoir fouiné dans l'histoire de notre pays. Donc, je suis presque prêt à dire qu'aujourd'hui, le Congo ne nous appartient pas. C'est la raison pour laquelle le peuple congolais n'a pas le droit de choisir ses dirigeants. Uniquement ça. Alors, nous avons deux possibilités. Soit on utilise les moyens forts, c'est-à-dire la violence, soit on y va par des moyens tout à fait pacifiques. Moi, j'ai choisi la deuxième possibilité, c'est-à-dire de proposer une réforme. Cette réforme qui va faire revenir le chef coutumier au pouvoir à travers ce que j'appelle la Chambre nationale de chefs coutumiers. C'est quelque chose qui n'a jamais existé dans le monde. Je vous le dis, jamais. Ça n'existe pas. Et ça n'existe nulle part. Je suis le premier à le proposer et je voudrais bien que le Congo puisse le tester. Et je voudrais que le Congo soit le premier pays à le tester. Parce que c'est un nouvel ordre politique que je voudrais qu'il soit instauré, pas seulement au Congo, mais dans toute l'Afrique, dans tous les pays d'Afrique
particulièrement noirs, où dans le passé, il y avait des chefs coutumiers qui exerçaient un réel pouvoir. Voilà ce que moi je propose. Je ne propose pas autre chose. Et je me dis ceci, il y a tellement de pièges. Aujourd'hui, Kabila peut partir. Avec le mode d'organisation politique que nous avons au Congo, on vous mettrait vous ou n'importe qui là-bas, le Congo ne marchera pas. Tout simplement parce que tout est verrouillé. Nous avons ce que j'appelle les démons de la division. Ils sont là. Les relations entre nos pays d'Afrique et le monde occidental, ou les maîtres de ce monde, sont les relations de type domination-soumission. Et malheureusement, il y a eu ce conditionnement à la Pavlov qui a fait qu'aujourd'hui, le Congolais admet qu'il est inférieur à l'homme blanc, même si de temps en temps, il fait le gros dos, comme on dit. Non, mais on les kinga nini, non. Mais ça, c'est le langage du Congolais. Ça veut dire que nous avons intériorisé, nous avons fait de cela notre nature. Nous sommes inférieurs, nous devons obéir aux ordres qui nous viennent des maîtres de ce monde. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des outils, à commencer par la religion, qui aujourd'hui est devenue l'opium du peuple. Vous savez ce que la religion fait au Congo aujourd'hui? Est-ce qu'il pousse les gens à entreprendre? Non. Non. Et ça fait mal. Ça fait très mal de voir que nous, Congolais, nous nous laissons berner par des histoires qui ne tiennent pas du tout la route. Mais seulement comme on est obnubilé par cet esprit Nzambe Agosala, Nyonso c'est la volonté de Dieu, ben voilà où nous en sommes. En dehors de la religion, je vais arrêter. En dehors de la religion, ils ont utilisé quoi? Ils ont ce qu'on appelle des services secrets. Nous, on ne connaissait pas ça. Aujourd'hui, on a l'ANER. Mais l'ANER est en étroite relation avec quoi? Avec tous ces services secrets. Et quand on leur dit, écoutez, telle personne doit partir, il partira. Nous obéissons. On est là que pour obéir. Si nous devons en débattre, je vous dis, ça pourra nous prendre des jours et des jours. Il a justifié sa position. C'était ça justement le but de ce système de débat. C'est pour permettre aux auteurs de sortir vraiment de leur trip les idées qu'ils ont consignées dans leur bouquin.